Amis de météorlemag.com, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis à Tel Aviv, au centre Dizengoff Center, dans le centre commercial, dans les bureaux d'un grand monsieur avec qui nous allons faire connaissance. Oui, il fait des petites mimiques comme si il disait non, on va pas trop exagérer, mais si, on peut le dire. Je suis avec Samuel Flato-Sharon. Bonjour Samuel. Bonjour mon ami. Merci à vous de nous recevoir ici dans vos bureaux. Très jolis bureaux. J'en profite pour vous féliciter, parce que vous faites un bon travail. Alors, pour les gens qui nous regardent, il y en a qui ne vous connaissent pas encore ou qui vous connaissent mal. Je vais vous faire un petit portrait rapidement pour faire un petit peu le tour de qui vous êtes et d'où vous venez. Vous êtes né en 1930 en Pologne. Quand vous étiez petit, vous avez fui l'occupation allemande. Je crois que vous étiez carrément déguisé en petite fille quand vous êtes parti de C'est ça, Pologne. oui. Comment ça s'est passé? Parce que mon oncle avait sa fille sur son passeport. Alors on m'a déguisé en fille pour que je parte avec lui, parce qu'on ne pouvait déjà plus partir, les Allemands bloquaient tout. Et comme ça, j'ai pu arriver en France et j'ai pas participé, si vous voulez, au meurtre des 40 personnes qui sont mortes dans ma famille. 40 personnes de ma famille ont été massacrées, dont mon père. Oui. À mon père, je vous dis en deux mots, il était le chef des commandos partisans juifs à Łódź, en Pologne, deuxième ville de Pologne. Et sa tête était mise à prix par les Allemands, il y avait des affiches avec sa photo, etc. Et un jour, ils l'ont coincé, au moment où il allait faire sa prière à la synagogue, un groupe d'officiers allemands est arrivé, et ils l'ont braqué, et ils lui ont dit, voilà, maintenant, dans la synagogue, ils lui ont dit, tu vas cracher sur la Torah. Il était tellement content de lui avoir mis la main dessus. Il a dit non, je fais pas ça. Alors l'officier supérieur lui a dit, si tu craches pas sur la Torah, tu es un homme mort. Et ça m'a été raconté par des gens qui ont vécu ça. Il a dit, je suis un homme mort. Et ils lui ont mis une balle dans la tête dans la synagogue. Mais il n'a pas craché sur la Torah. Ah, bien entendu. Samuel Flato-Sharon, en France, vous construisez très rapidement votre carrière dans le business. Vous faites fortune dans le recyclage de papier, des chiffons, la ferraille, des métaux. D'ailleurs, je crois que ça vous a valu un surnom, le roi des chiffonniers de Paris. Vous touchez un petit peu à tout. En fait, vous êtes un bulldozer du business, Samuel. Votre business s'élargit aussi à l'immobilier, puisque je crois que vous avez même racheté un immeuble entier à Cannes. Et vous avez dit, tiens, j'ai un immeuble C'est là entier. que j'ai fait ma vraie carrière, oui. Voilà, et je vais en faire 20 appartements, et les 20, zéro. Plus tard, en Europe, vous reprenez une usine de papier hygiénique. C'est formidable, le papier hygiénique. À l'âge de 22 ou 23 ans, j'ai réussi à prendre la première place en Europe pour le papier hygiénique. Et ça a tenu à rien, en fait. Vous savez, dans les affaires, ce qu'il faut, c'est des idées. On faisait le papier hygiénique à l'époque, ça remontait quelques années, et il n'y avait pas d'outillage, il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. Les bonnes femmes, elles collaient le petit papier qui reliait les papiers hygiéniques à la colle, comme ça, à la main. Alors j'ai dit à mon banquier, j'ai dit, écoute, il y a un truc. Si je vais aux États-Unis, je ramène du matériel et des machines, on va faire une fortune, parce que on va descendre les prix de 50%. Et effectivement, il m'a financé, je suis parti en Amérique, j'ai acheté des machines, et on est devenu le premier producteur de papier hygiénique d'Europe. Voilà. Ensuite, vous achetez à la Bourse de Paris des actions qui étaient numéro 1 en France d'une société hydraulique pour véhicules. Comme quoi, vous faites vraiment énormément de choses, Samuel Flato-Sharon. Vous organisez ensuite, vous développez une usine de production d'aspirateurs qui portera votre nom d'ailleurs, je crois, les aspirateurs Samy. C'est vrai. Et vous revendez à Philips, ou c'est Philips qui vous rachète. Je ne sais plus dans quel sens ça se passe. On a fait Vous ça arrangez, ensemble, quoi. oui. Après, vous faites carrément des affaires dans toute autre chose, puisque Dans l'immobilier. dans l'immobilier, mais aux États-Unis, vous voyez des courses de stock car et vous dites tiens, je vais faire ça en Europe. Et vous faites des courses de voitures. C'est vrai. Incroyable. Et ça a été un gros succès. Oui, c'était formidable. Tous les jours, on était dans une autre ville. C'était un gros truc, oui. On avait 6 000 à 7 000 personnes tous les jours. Tous les jours. Qui payaient pour entrer. C'était une grosse affaire. Ça a duré quelques années, mais ça a été très excitant. À Paris, vous évoluez dans un autre milieu aussi, c'est le milieu de la nuit et des sorties, puisque vous êtes patron de boîte, patron de restaurant. À cette époque-là, bon, là je vais parler aux
aux moins de 20 ans qui ne peuvent pas connaître, évidemment, puisque vous faites partie du milieu assez fermé des Joséphine Baker, Georges Guattari. 10 ans plus tard, 10 ans s'écoulent, et là vous changez de continent, et vous partez faire des affaires en Afrique. C'est quoi là-bas en Afrique? Bah parce que j'ai beaucoup d'amis en Afrique. Parce Vous étiez que dans le pétrole aussi? j'étais aussi dans le pétrole, mais j'ai eu moins de succès dans le pétrole. Mais en réalité, j'ai fait mes études à l'université en France avec Aouma Débé, qui était le président, qui est devenu le président. À l'époque, il était garçon chez Régine. C'est lui qui nous remplissait nos verres de whisky. Mais après, il est retourné au Dahomey, à l'époque, et il est devenu président. Il a pris la présidence. Et quelques années après, par hasard, je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Voilà, ils étaient en visite officielle. Ils allaient être reçus par De Gaulle. Et ben, il m'a emmené avec lui, quoi. Il m'a dit, t'étais mon ami. Parce que à l'époque, l'antisémitisme et le racisme contre les Noirs étaient en parallèle. C'était les mêmes qui faisaient les deux. Alors, un juif et un noir comme ça, on était copains. Quand il avait un problème, j'étais là. Quand j'avais un problème, il était là. Bon, et alors, bon, j'ai vécu après en Afrique avec lui 6-7 ans. On a fait beaucoup d'argent. C'était l'époque où Bruxelles aidait beaucoup les pays sous-développés. Et j'ai été chargé par le gouvernement d'aller visiter les pays qui nous aidaient. À Paris, il y avait un grand cinéma Gaumont, place de Clichy. Alors, les moins jeunes ne s'en souviennent pas, mais il y avait un grand cinéma Gaumont, et vous le rachetez. C'est le plus grand cinéma du monde. Le plus grand cinéma du monde, il y avait combien? 6 000 places, je crois? 20 000 places. 20 000 places. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous le rachetez et vous en faites un centre commercial. Ouais. Et également, je crois que vous avez réhabilité pour créer des logements. Non, mais c'est un truc énorme. C'est un truc de 20 000 mètres carrés, c'est un truc énorme. Donc, comme quoi, voilà, tout ça pour dire que votre carrière est vraiment très très large et vraiment très diversifiée. Et très encore, diversifiée. Et encore, j'ai racheté 3 000 hectares. En Corse? Avec 60 km de bord de mer qui appartenaient à mon domaine, on a traité avec 150 familles. Voilà, bah, tout ça, c'est du passé. Bon, tout ça pour vous dire que son parcours est vraiment très très grand. Son parcours n'est pas fini, puisque, alors, ça c'est vraiment le domaine des affaires. Et puis un jour, vous vous dites, je vais encore changer de vie, et je vais aussi changer de pays, et pourquoi pas renforcer mon sionisme, puisque vous faites votre alia en 1975. Quels ont été un peu avant. Quel était votre déclic? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens qui font l'ALIA, que ce soit les Français ou les Américains ou peu importe. Mon déclic extraordinaire a été là. Vous voyez la photo ici, je suis avec la famille Pitts, le père et le fils. D'accord. Et en réalité, c'est eux qui ont construit la gare terminale en Israël. Et bon, il y a un aimant qui a marché entre nous, on est devenus très amis. Et on a décidé, on a construit le centre commercial ici ensemble. Il y a deux familles ici, il y a la mienne. Donc là où nous sommes, le centre commercial de Dizengoff à Tel Aviv. Oui. Là, on est chez vous. Oui. D'accord. Le plus grand centre commercial du Moyen-Orient. Et une affaire extraordinaire, on a 50 000 personnes qui rentrent ici tous les jours. Enfin, c'est une grosse affaire. Samuel Fato Sharon, quelques années plus tard, alors là, par contre, vous rejoignez le milieu de la politique, puisque vous êtes député à la Knesset. Oui, je me fais élire, oui. Comment ça s'est passé? Comment vous sans parler à la langue. Ben oui, vous étiez au lait Hadash, oui, vous ne parliez pas l'hébreu. Non, j'avais un traducteur dans mes discours. Ouais. Je faisais des discours en français et il traduisait en hébreu. Donc ça prouve que tout est possible, mon ami. Hein. Voilà, tout est On possible. peut même se faire élire député en Israël. C'est vraiment le poste le plus convoité, le plus difficile à obtenir, la députation en Israël. Mais vous voyez, quand on décide de faire quelque chose, ça finit par marcher. Alors maintenant que vous êtes ici en Israël, que vous êtes installé, là au moment où nous enregistrons cette émission, c'est vrai que nous vivons une période un petit peu compliquée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité qui est assez noire quand même, puisqu'on parle d'une troisième intifada au couteau? On est quand même habitué à ce genre de choses. Maintenant c'est au couteau,
ça a été avec les voitures qui rentraient les voitures béliers qui rentraient dans les jambes des gens ou qui les massacraient. Ça a été les explosifs. Enfin, on a tout connu. On peut pas dire on n'est pas effaré par cette situation. C'est un petit peu notre vie. D'abord, il y a un phénomène que vous devez connaître, hein. C'est que on est littéralement détesté par tout le monde. Si vous demandez à un antisémite pourquoi il n'aime pas les juifs, il est incapable de vous répondre. Il n'y a pas une cause à ça. Des fois, il y aurait pu y avoir une cause si on avait réellement tué Jésus-Christ ou des histoires comme ça. Mais on n'a jamais tué Jésus-Christ. On n'a jamais fait de massacre. On est un peuple d'une intelligence extraordinaire. Et on nous bafoue et on nous empêche de vivre depuis des siècles. Et c'est comme ça. Alors bon, vous savez, finalement, on s'habitue à la vie de juif. La vie d'un juif, c'est comme ça. C'est des soubresauts, des attaques, des attentats, des meurtres. Il faut vivre avec ça. Bon, en tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup votre style. C'est vrai que je vous suis un petit peu dans votre actualité. Les Israéliens vous connaissent parce que vous faites des interventions tous les vendredis sur Mea FM. Où d'ailleurs les interventions sont assez piquantes parce que c'est vrai que quand vous avez les auditeurs qui vous répondent des choses un petit peu aberrantes parfois, ben, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous êtes cash, comme on dit. Oui, ça s'appelle flato. Blichashbon, c'est-à-dire que je ne rends pas de compte. C'est ça, exactement. Alors j'ai des histoires avec le contrôle de la télévision, le contrôle des radios. Pendant des années, ils m'ont emmerdé parce qu'ils estimaient que j'allais trop brutalement contre les gens. Et puis finalement, c'est passé, maintenant c'est terminé. Je dis ce que je veux, quand je veux et où je veux. Samuel Flato-Sharon, on a vu que vous avez touché un petit peu à tout, au business, aux médias. Aujourd'hui, à 85 ans, vous aspirez à quoi? La retraite, non? Peut-être pas? Non, pas du tout, non. J'aspire à continuer comme ça, c'est bien. Bon, Samuel Flato-Sharon, je vais vous laisser reprendre vos affaires. Juste, on va faire une interview business or not business. Samuel Flato-Sharon, racheter Golan Télécom, business ou pas business? Faut avoir les moyens, hein. Racheter le PSG, business ou pas business? Sachant que c'est le Qatar qui est déjà dessus. Hein. Moi, je crois pas que ça soit un business. Il y a beaucoup de bluff, beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de malhonnêteté, mais je crois pas que ça soit un business. Racheter Facebook. Ah, ça, c'est bien, oui. Vous l'utilisez, Facebook, d'ailleurs? Vous avez un compte Facebook? Oui, mais je m'en occupe pas, mais j'ai mes collaborateurs qui s'en occupent. On a un gros, on a 20 000... oui. Oui, je leur envoie les films, les trucs, tout ce que je fais, quoi. Ouais. Faire des produits dérivés sur Benjamin Netanyahou, business ou pas business? Ça s'est fait avec la reine d'Angleterre. C'est pas un business, non. Et avec François Hollande, c'est... Non? Encore moins, peut-être. Oh, François Hollande, je peux pas vous dire ça à vous, puisque vous êtes maintenant israélien, mais François Hollande, c'est la honte des Français. C'est l'échec total. Il a tout loupé. C'est un pauvre type, quoi. Finalement, la France pourra se vanter d'avoir eu même un pauvre type comme président. Samuel Flato-Sharon, ouvrir un spa à Gaza. Non, je préfère ouvrir un casino. Un casino? Bah oui. Alors pourquoi pas plutôt en Israël? Parce qu'il n'y a pas de casino en Israël. Non, en Israël, non, pas. Mais on va avoir. Il y avait les fameux bateaux flottants. Vous pouvez l'annoncer. On va avoir un casino en Israël. C'est une décision définitive. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, en réalité, nous sommes en Israël 6,5 millions de juifs. Et la réalité, c'est que ce pays, avec toute sa puissance, avec tout ce qu'on a construit, on a besoin d'être 10 millions de juifs ici. À 10 millions de juifs, ça commence à être un pays. C'est fort, 10 millions, c'est beaucoup. Et alors, moi, je profite de toutes les occasions où je parle en français et aux Français, de dire aux Juifs que nous avons un pays qui n'a pas subi la crise de 2008. Le seul pays au monde. Nous avons, après la crise de 2008, 7 ans plus tard, seulement 5% de chômage, alors que l'Espagne est à 25%. Nous avons
une économie florissante. Nos caisses sont pleines. Nous marchons, nous fonctionnons d'une façon extraordinaire. La Chine et l'Inde commencent à investir très sérieusement en Israël. Moi, j'appelle tous les Juifs à venir nous rejoindre. Tous les Juifs qui n'ont pas des situations très enviables en Europe, de venir nous rejoindre, de venir vivre. Nous avons ici de la place. Nous avons le meilleur soins médicaux du monde. Alors, je ne comprends pas, moi, les Français qui sont actuellement bafoués, poursuivis par l'antisémitisme en France. Il y a 10 millions d'Arabes maintenant en France. Ce n'est plus vivable pour les Juifs. Ça va devenir de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux. Il y aura des manifestations d'antisémitisme très fortes. Alors voilà, je voulais profiter donc de vous dire, il faut que vous m'aidiez. On appelle les Juifs à venir et on leur dit, nous devons être la main dans la main 10 millions. Amen. Voilà, bravo. Et ben, en tout cas, sur ces belles paroles, on peut que vous dire de faire l'Alia évidemment, hein, puisque voilà, c'est ici que ça se passe. Et c'est ici que vous avez continué de construire votre carrière et vous faites de très belles choses. Et moi, j'étais ravi de vous avoir rencontré. Je vous Merci, remercie mon ami. de nous avoir accueillis. Merci Flato Sharon. C'est moi qui vous remercie, Jérôme.